Bonjour à tous et merci de m'avoir rejoint pour qu'on puisse finir ensemble cette semaine d'audience. Aujourd'hui, on est le vendredi 8 novembre. Vous ne verrez pas cette vidéo ce jour-là, vous la verrez quelques jours plus tard, comme d'habitude. Cette semaine, normalement, pour cette semaine, ce groupe d'accusés, normalement, ça sera terminé. C'est la 42e journée d'audience du procès. Est-ce qu'on est un peu fatigué? Quels sont vos ressentis? Moi, personnellement, là, je commence à saturer. Là, il me semble qu'on a fait un peu plus de la moitié des accusés. Enfin, du coup, là, quand on va terminer aujourd'hui cette lecture d'aujourd'hui. Mais ouais, il y a un gros ras-le-bol. Là, je pense qu'il reste un bon mois au procès. Parce que franchement, le groupe d'accusés de cette semaine, franchement, il est fatigant. Là, je vous avoue, il est très fatigant, il est très lourd en perversité. Et c'est un peu compliqué à gérer, je vais pas vous mentir. Je pense pour vous aussi, je lis aussi vos retours. D'ailleurs, merci de mettre à chaque fois vos ressentis, vos réflexions. Il y en a certaines aussi qui vont sur place et qui m'envoient les témoignages de ce qui s'est passé le jour même, etc. Je pense qu'on est tous un peu subjugués par cette affaire, en espérant qu'elle se termine bientôt et bien. Ça me fait vraiment... Plus les semaines passent, plus les jours passent, plus je me dis, est-ce que finalement la sentence sera irrévocable? Est-ce que la sentence sera à la mesure, à la hauteur de tout ce qu'on a lu finalement? Donc bon, je vous propose qu'on commence de suite. Aujourd'hui, on lit le thread de Juliette Compion. Pareil, toujours, lien en description. On y va. Vendredi 8 novembre, 42e journée d'audience au procès des viols de Mazan. On entend ce matin la juge d'instruction Gwenola Journo citée à la demande d'un accusé. Ok, il y a un accusé qui a demandé à voir la juge d'instruction. Ok. Une très grande partie des avocats de la défense sont revenus. Alléluia! Il faut bosser quand même, hein? Pour l'occasion. Ah, parce qu'il y avait la juge d'instruction, ils se sont dit, bon, on va peut-être venir pour faire bonne figure. Ainsi que plusieurs autres accusés. D'accord, ok. Ok, donc parce que normalement, là, comme je vous ai dit, c'est un groupe d'accusés. Je crois qu'ils sont 6 ou 7 cette semaine. Donc là, il y a d'autres accusés qui sont venus aussi. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont demandé? On retrouve l'effervescence des premières semaines de procès. Gwenola Journo entre dans la salle, gilet blanc, pantalon noir. Votre statut est un peu particulier. Vous êtes le magistrat instructeur de ce dossier. C'est assez inhabituel d'être cité devant cette cour, souligne le président. Vous avez été cité à la demande de l'avocat d'un des accusés, pour que ce soit clair, précise Roger Arata. J'ai été saisi le 4 novembre 2020 par un réquisitoire introductif de monsieur le procureur pour des faits commis par monsieur Pellico sur madame Pellico et par X, déclare-t-elle en préambule de sa déclaration. J'ai mené les investigations qui me semblaient nécessaires. Nous avons identifié 50 co-auteurs, donc les accusés, et j'ai rendu mon ordonnance de mise en accusation le 19 juin 2023, ajoute-t-elle. À ce stade, je ne vois pas vraiment ce que je peux vous apporter de plus, si ce n'est ce que j'ai écrit dans l'ordonnance, conclut-elle. Le président n'a pas de questions. La partie civile pose les siennes. Sur un dossier d'une telle ampleur, avec tant de matière, à quel moment on décide de ne pas ouvrir davantage une porte et de s'arrêter là, lui demande Antoine Camus, l'un des avocats de Gisèle Pellico. Sur un dossier de cette ampleur, on peut faire 10 ans d'instruction avec les enquêteurs. On a voulu être pragmatique et faire en sorte que M. Pellico puisse être jugé dans un délai raisonnable, rétorque la juge d'instruction. Pour les femmes non identifiées, on a signalé 4 ou 5 profils de co-auteurs qui étaient susceptibles d'avoir reproduit les agissements sur leur conjointe, pointe-t-elle. Une enquête a été ouverte pour une qui a été effectivement victime de soumission chimique par son mari. Oh, ça veut dire que grâce à tout ce qui... tout le travail des enquêteurs et tout, ils ont identifié 4 à 5 profils d'autres personnes et ils ont pu ouvrir une enquête. C'est déjà pas mal, ça veut dire il manque 4 enquêtes du coup. Mais il y a une enquête qui a été ouverte et une femme, elle était victime, elle aussi, de soumission chimique comme Gisèle. Oh, c'est dingue. Ça, c'était une satisfaction, estime la magistrate. Concernant Caroline Darian, on a essayé de creuser si elle avait pu être victime ou pas. Sur les 2 photos où elle est endormie, on n'a pas d'explication de Monsieur Pellico. Putain, c'est tellement frustrant parce qu'on sait qu'il est pas clair en fait. Même ses explications, elles sont pas claires.
C'est un peu le seul point où il n'a pas eu d'explication, il a tout nié en bloc. Ouais, c'est ça en fait, directement. Pour le coup, c'est peut-être le plus honnête de tous les accusés à la barre, mais par rapport à sa fille, par rapport à un éventuel comportement incestueux, ben, il veut pas en démordre. Il veut rien dire. Devant cette cour, l'intérêt du visionnage de ces vidéos a été âprement débattu et critiqué pour différents motifs. Il y aurait une forme de gratuité de leur visionnage confinant au voyeurisme, note l'avocat. J'aurais souhaité savoir si ces vidéos ont joué un rôle, et si oui, lesquels, poursuit-il. Pour moi, c'est l'élément central des vidéos. Les vidéos. Je les ai toutes visionnées en interrogatoire, puis en confrontation, on les a pratiquement toutes analysées et diffusées. Ça semblait important au niveau du magistrat instructeur et de la défense, relève Gwenola Journaux. Ce n'est pas la même chose le procès verbal de la description et le visionnage, puisqu'il peut y avoir une interprétation dans le procès verbal, précise-t-elle. Vous avez pu être surprise que certains aient pu communiquer entre eux après leur interpellation, demande Antoine Camus. C'était inévitable. Il n'y aurait pas eu assez de maisons d'arrêt en France pour séparer chacun des détenus, observe la magistrate. Ah putain, il y en a certains, ils étaient détenus... De toute façon, il y en a certains, oui, ils étaient détenus entre eux, et ils étaient détenus avec Dominique Pellicot. Je sais plus, c'était un des premiers... je me rappelle plus de son nom. Stéphane Babonneau, le confrère d'Antoine Camus, prend le relais. Pour la partie civile, c'est une chance de vous avoir aujourd'hui ici. Vous êtes la personne qui a construit ce dossier, souligne l'avocat. Je voudrais vous poser une question qui est peut-être un peu personnelle, sur la manière dont vous l'avez reçu ce dossier. Comment vous avez déterminé la méthodologie pour instruire à charge ou à décharge, demande-t-il. Au moment de l'ouverture d'informations, M. Pellicot parlait d'une trentaine de personnes venues à son domicile, dont la moitié qui n'aurait fait que regarder et l'autre qui aurait participé. Donc au départ, on pensait qu'on n'aurait que 15 personnes à investiguer, dit-elle. Très rapidement, les enquêteurs ont estimé qu'on serait à 60 voire 70, poursuit Gwenola Journaux. On a décidé de raisonner par individu, organiser des sous-dossiers par personne, une identification, une garde à vue, ensuite une présentation à mon cabinet, et pour chaque prévenu, un interrogatoire, voire plusieurs, détaille-t-elle, et une confrontation avec M. Pellicot, quand les faits étaient niés ou qu'il y avait des différences dans les versions de M. Pellicot et de la personne, poursuit la magistrate. Un examen psychiatrique et un examen psychologique, une enquête de personnalité et un examen de témoin quand ça semblait nécessaire. On a vite saisi qu'on ne pourrait pas faire toutes les interpellations en même temps. On savait qu'on aurait très probablement des perditions de preuves, notamment numériques, mais on a été obligé de faire des vagues d'interpellations, relate Gwenola. Oh putain, il y en a certains, ils ont dû effacer leur disque dur. On a défini que le commissaire pouvait absorber 10 gardes à vue et moi 10 présentations. Donc il y a eu des co-saisines de certains collègues, instructeurs, pour absorber les présentations, précise-t-elle. Comment avoir décidé d'en rester là? D'accepter que tous ne pourraient pas être appréhendés? Comment vous prenez cette décision? Y a-t-il un goût d'inachevé sur cette partie-là du dossier? Interroge l'avocat. On a décidé, en concertation avec la police judiciaire, d'arrêter les investigations. Ah bon? On a pensé qu'on avait fait le maximum de ce qu'on pouvait faire. Il y a certaines personnes qu'on voit à peine de façon très floue. On ne pouvait même pas sortir une photo, rappelle-t-elle. Ah ouais, ok, putain. Ah, et je me demande si ces preuves-là, elles vont rester... je sais pas, peut-être plus tard, on aura des logiciels qui pourront peut-être récupérer une partie d'un visage, et puis je sais pas s'il y a une nouvelle affaire, alors 20 ans plus tard, dans des faits similaires, est-ce qu'ils pourront ressortir recouper en fait? Je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que ça y a un goût d'inachevé. C'est assez frustrant de se dire qu'il y en a qui ont réussi à se dépatouiller, quoi, et du coup qui vont pas assumer ce qu'ils ont fait, alors que au même titre que chaque accusé qu'on entend, ils sont responsables, et ils sont responsables de ce qu'ils ont fait, ouais. Pour ceux qui avaient donné une photo exploitable, la planche a été diffusée dans toutes les gendarmeries, toutes les polices municipales et nationales. Ça a permis la reconnaissance par les gendarmes d'un des accusés, souligne Gwenola Journaux. J'ai interrogé M. Pellicot, il m'a donné des éléments de profession, de souvenirs qu'il pouvait avoir. Mais ça n'a rien donné. Forcément, il y a une frustration. Mais on pense avoir fait le maximum, assure-t-elle. Vous avez initialement retenu la circonstance aggravante, par le biais de moyens de communication, par le site internet Coco, relève Stéphane Babonneau, qui regrette qu'elle n'ait pas été retenue in fine. Je pense que cette circonstance aggravante était visée au réquisitoire introductif. On peut retenir plusieurs circonstances, mais ça n'a rien changé sur le quantum encouru, souligne-t-elle.
Comment avez-vous pu appréhender le rôle du site Coco demande Stéphane Babonneau. Au départ, on ne savait pas si les personnes avaient des liens entre elles dans la vraie vie, si elles se connaissaient et si c'était comme ça qu'elles arrivaient jusqu'au domicile, dit-elle. Très vite, on s'est aperçu qu'ils ne se connaissaient pas ou se connaissaient par des relations dans leur village, mais ne savaient pas que l'autre était au domicile du couple. Était allé au domicile du couple, précise la magistrate. On s'est rendu compte que Coco était l'élément central. Il n'y avait pas de lien dans la vraie vie entre les mises en cause, souligne-t-elle. Vous avez rappelé dans votre déclaration spontanée l'ampleur de ce dossier, une procédure qui a démarré en novembre 2020, clôturée en juin 2023. Une ordonnance de mise en accusation qui fait 370 pages, près de 10 vagues d'interpellation, décrit l'avocat général. 31 mois pour boucler, à compter de votre saisine, pouvez-vous rappeler les conditions humaines, matérielles, le temps disponible fourni pour arriver à ce travail? Vous étiez en responsabilité d'un cabinet d'instruction et c'était un des dossiers de votre cabinet, poursuit-il. Il y a eu quelques aménagements de ma charge de travail. Au départ, non. Ensuite, j'ai reçu l'aide de certains collègues qui ont absorbé les présentations aux magistrats, répond la magistrate. J'ai été moins saisie d'ouverture d'informations, le greffe a été doublé et j'ai eu pour 6 mois une collègue placée, venue relancer mes dossiers où il n'y avait pas de détention provisoire. C'était des conditions compliquées, reconnaît-elle. Le cabinet a passé 1 an et demi avec plus de 80 détenus. Il y a eu 50 mandats de dépôt et j'avais d'autres dossiers lourds. On avait beaucoup de règlements de compte sur le trafic de stupéfiants sur Cavaillon. Donc le cabinet était vraiment très chargé, se souvient-elle. Après, le dossier Pellico était une priorité, donc je l'ai fait passer en priorité, estime la magistrate. Donc au détriment d'autres dossiers qui étaient de quel nombre demande l'avocat général. 90 dossiers en moyenne, répond-elle, dont le dossier Pellico, qui était un de ces dossiers, relève-t-elle. On a visionné un certain nombre de vidéos sur lesquelles on entend quasi systématiquement Madame Pellico ronfler d'une manière très audible, observe l'avocate générale. Il a pu être évoqué le fait que ces ronflements n'étaient pas aussi audibles lorsque les faits se sont déroulés et que peut-être on les entendait de manière aussi forte parce qu'il y avait eu une expertise de rehaussement sonore, poursuit-elle. Pas du tout. Les vidéos diffusées dans le cabinet ont toujours été des vidéos originales du disque dur. L'expertise en rehaussement sonore a été rendue très tardivement et je m'en suis jamais servi pour les confrontations et les interrogatoires, précise-t-elle. Putain, ils peuvent être tatillons sur ça? C'est fou. La magistrate explique qu'elle a demandé à ce qu'on entende les échanges. Pour moi, c'était central et primordial. Sur les vidéos, il y avait une incertitude sur ce qui était dit. Je voulais avoir des voix isolées, poursuit-elle. Si l'argument était de dire que les ronflements étaient rehaussés, bien les contraire. On a essayé de les diminuer pour avoir les voix, ajoute-t-elle. Oh, waouh, c'est fou. Ça veut dire que Gisèle Pellico, tellement elle ronflait, tellement elle était dans un sommeil profond, on n'entendait même pas ce que eux disaient. Bon, en plus, eux, ils chuchotaient, mais quand même, ça veut dire que Gisèle, elle était dans un état de sommeil profond. À la fin de l'instruction, j'ai signalé à 4 ou 5 parquets, 4 ou 5 profils de personnes qui, a priori, avaient le même mode opératoire sur leur compagne ou épouse. Je sais que pour un, ça a abouti dans la région de Lyon, je crois. Pour les autres, je ne sais pas, ajoute-t-elle. Putain, c'est tellement frustrant. L'avocate de la défense, Isabelle... Putain, mais faites... Moi, je suis pas de cette région-là, mais ceux qui sont dans la région, là-bas, faites gaffe à vous et... Si vous avez des absences, faites des tests. Franchement, vraiment. Parce qu'en fait, il y a eu des signalements, mais il y a eu qu'un seul cas où ça a abouti à une interpellation et en fait où la femme elle a été mise au courant. Donc ça veut dire que dans cette région-là, puisque Coco c'était un site, vous savez, c'était connecté par région, il y a des mecs, il y a des petits pellicos, voilà. Il y a des pellicos juniors qui opèrent avec le même mode opératoire en fait. Donc, putain, ça me fait vraiment peur pour le coup. L'avocate de la défense, Isabelle Crépin-Dehaene, l'interroge sur les faits qu'il n'y ait pas eu d'investigation sur les téléphones de Gisèle Pellico. Les faits se déroulaient au sein du couple, pourquoi vous n'avez pas envisagé d'exploiter la ligne téléphonique de madame? Je n'en voyais pas l'intérêt, rétorque la juge d'instruction. Donc pas de SMS, pas de ligne téléphonique, peu d'éléments par rapport au téléphone, insiste l'avocate. Je ne vois pas le lien avec les vidéos. Je ne sais pas si vous êtes toujours dans la thèse de la complicité de madame Pellico, répond Gwenola Journeau. Pour rappel, Redouane E., le client d'Isabelle Crépin-Dehaene, a émis cette hypothèse lors de son interrogatoire, comme je le relatais ici. Elle a mis son article. Mais c'est vrai, je m'en rappelle de lui qui disait que c'était un complot, qui faisait ça pour avoir de l'argent, etc. Bref,
C'était complètement fou. Je ne porte pas d'accusation à l'encontre de quiconque. La cour décidera, et ce n'est pas mon rôle, tranche l'avocate. Elle lui demandera si elle a donné son accord pour la publication du livre de Caroline Darian. Non, il n'y a pas eu d'accord ou d'interdiction, répond Gwenola Journo. L'avocate rapporte que c'est ce qu'a déclaré la fille du couple Pellico à la barre. Elle a dit qu'elle avait publié le livre, je lui ai demandé s'il y avait des éléments de l'instruction. Elle a dit « ce sera sur mon vécu personnel », rapporte la magistrate. Moi, je trouve que ça pouvait attendre à la fin de l'instruction, mais je n'ai donné aucune interdiction, indique-t-elle. Isabelle Crépin de Haene demande si elle était bien renseignée sur le mode de fonctionnement sur le site Coco pour instruire. Pour moi, oui. Après, il y a eu un grand manque et un grand regret, c'est la réponse en réquisition du site Coco. Les enquêteurs ont envoyé les leurs et pas de réponse. J'ai fait moi-même la réquisition par courrier recommandé et je n'ai jamais eu de retour, relate-t-elle. C'est très étrange de se retrouver ici et que je doive vous interroger, poursuit son confrère Guillaume de Palma. Je ne vais pas vous interroger sur la pertinence ou pas par respect pour votre travail, indique-t-il. En revanche, il y a des questions qui occupent mon débat, important pour plaider. Il s'agit du livre de Caroline Darian qui est venu perturber le contentieux de la détention. Car, devant le JLD, il était question du retentissement médiatique, souligne l'avocat. Vous n'avez jamais autorisé ce livre, demande-t-il à la juge d'instruction. Comment voulez-vous que j'autorise ou que j'interdise, demande-t-elle. Je vous le demande car c'est le contraire qui nous a été dit, rétorque Guillaume de Palma. Elle a peut-être vu une autorisation implicite, avance Gwenola Journo, rappelant que les avocats sont tenus au secret de l'instruction, mais pas les parties civiles. L'avocat de la défense l'interroge sur une photo d'une femme dans une scène sexuelle très explicite, entourée d'hommes, retrouvée sur le disque dur de Dominique Pellico, rappelant que celui-ci n'a pas voulu donner l'identité du couple échangiste chez qui tout ça avait eu lieu. La magistrate indique avoir interrogé le septuagénaire à ce sujet, ainsi qu'un autre accusé qui aurait participé à cela, et ne pas avoir eu de réponse claire. Il y a quand même des zones d'ombre dans l'affaire Pellico. Est-ce qu'il aisait dans notre juridiction d'Avignon, moyenne, petite, on peut dire que traiter un tel dossier avec les greffes dont vous disposez, les JLD dont vous disposez, demande-t-il. Non, mais aucun dossier n'est facile. Ce n'était pas simple. Des mesures ont été prises. On a eu la délégation d'un juge placé, des greffières, le dédoublement du JLD, rétorque la juge d'instruction. Ça devait être douloureux de vous faire citer, relève Nadia Albouroumi, qui prend la parole à son tour. Quand on va interpeller M. Pellico, je suis très étonnée des modalités qu'on a choisies, poursuit l'avocate de la défense. Il est mis en cause dans le cadre des vidéos au supermarché. On va l'inviter à revenir au commissariat 3 semaines. Un mois après, on va le laisser s'organiser. Je suis très surprise, insiste-t-elle. C'est un vrai problème, car il organise les vidéos et il a un téléphone en garde à vue. On l'invite à venir tranquillement avec sa femme au commissariat qui est victime. Dans un dossier de violence conjugale, on sépare, poursuit l'avocate. L'avocate insiste, mais la juge d'instruction précise qu'elle ne peut pas donner son avis personnel sur un cadre procédural qui n'est pas le sien. Est-ce que les équipes du GIGN n'auraient pas dû venir et tout casser ? On nous a dit que ce sont des vidéos gravissimes, mais quand c'est mis en œuvre, on dirait un dossier de violence conjugale où on aurait bousculé madame, pointe Nadia Albouroumi. Une autre avocate demande si des investigations financières ont été faites quand on a un éventuel surendettement du couple. Non, ça me semblait pas utile, répond Gwenola Journo. Hormis les expertises psychologiques, psychiatriques, quelles investigations ont été menées sur le couple et son environnement, demande l'avocate. On a entendu les amis et les voisins, répond la magistrate. Mais sur la vie économique, l'entourage, tous ces points sont cruciaux dans ce dossier. C'est un terrain qui interpelle les accusés. On se dit, qui est ce couple, poursuit l'avocate. Après 4 ans de procédure, 2 mois de procès, je ne sais toujours pas qui est ce couple. Vous n'avez pas exploité les téléphones, poursuit-elle. Comment, dans une instruction pareille, vous n'avez pas investigué de manière financière, professionnelle, les terrains des voisinages, entourage, etc., interroge l'avocate. Il y a eu une enquête de personnalité qui a été faite, et on a repris les relevés de retraite pour voir les emplois occupés, mais ça me semblait suffisant, répond calmement la juge. L'avocate regrette que le médecin ayant prescrit le Temesta n'ait pas été interrogé. La magistrate rappelle qu'il a opposé le secret médical. On ne peut pas forcer quelqu'un à parler, insiste celle-ci. La soumission chimique est pourtant un des enjeux de ce dossier, insiste l'avocate. Un des enjeux, reprend Gwenola. L'enjeu, rétorque l'avocate sèchement. Karine Monza, l'avocate de Jean T., l'un des accusés qui estime avoir été drogué par Dominique Pellico, lui demande pourquoi. Des analyses n'ont pas été effectuées sur son client pour vérifier ses dires. Il dit s'être réveillé dans sa voiture. On lui demande pourquoi il n'a pas déposé plainte. Les cheveux poussent de 1 cm par mois sur un homme aux cheveux courts. On ne peut remonter qu'à 3 ou
2 ou 3 mois. Pour lui, les faits remontaient à beaucoup plus, répond la magistrate. On n'aurait pas pu établir la prise toxique. D'autre part, cette décision d'avoir été drogué s'est répandue parmi les mis en examen et notamment ceux qui ont été mis dans la même cellule, observe Gwenola Journaux. Un des mis en examen a dit que ça lui avait été conseillé de prétendre avoir été drogué, indique la magistrate. Mais est-il impossible de s'interroger sur une possibilité que madame n'a pas été la seule à avoir été droguée? On sait que c'est un modus operandi chez monsieur Pellico, et je parle du passé, souligne l'avocate, en référence aux deux autres affaires dans lesquelles il était mis en examen. Je ne suis pas là pour donner une impression et des convictions personnelles, ce sera à la cour d'apprécier la défense et le caractère probant ou non des charges que j'ai relevées, répond la juge. L'avocat Émile-Henri Biscara lui demande si l'emploi par les enquêteurs du mot viol dans les interrogatoires n'a pas influencé ou porté atteinte à la présomption d'innocence des mises en cause. Je ne suis pas là pour donner une impression et des convictions personnelles. Ce serait à la cour d'apprécier la défense et le caractère probant ou non des charges que j'ai relevées, répond la juge. L'avocat Émile-Henri Biscara lui demande si l'emploi par les enquêteurs du mot viol dans les interrogatoires n'a pas pu influencer ou porter atteinte à la présomption d'innocence des mises en cause. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il y a des viols que les personnes mises en cause sont des violeurs. Le mot viol, c'est par rapport au fait que madame Pellico était objectivement en incapacité de donner son consentement, répond Gwenola Journaux. Donc, de la part de monsieur Pellico, au moins, c'est un viol. Après, ça ne présage pas que ça puisse être retenu contre eux. C'est à la cour de retenir s'il y a un lien de prévention, poursuit-elle. Est-ce que ce n'est pas prendre position un peu vite fait, insiste l'avocat ? Quand on regarde les vidéos, objectivement, c'est un viol. Après, on ne dit pas que toutes les personnes peuvent être retenues comme étant des violeurs, estime la juge d'instruction. Le mot de la fin revient à Olivier Lantelme, notre avocat de la défense. Je pense qu'au milieu de la pénurie judiciaire, vous avez fait un travail colossal et de qualité, déclare-t-il. Je vous remercie, répond la magistrate. Putain, il a juste voulu dire ça. Sa déposition est terminée. On entend à présent le 6e interrogatoire sur le fond de la semaine, celui de Paul G, 31 ans, qui comparaît libre. Il est poursuivi pour être venu à Mazan en mai 2016. « C'est vous qui avez contacté monsieur Pellico ?» lui demande le président. « Non, c'est lui qui est venu me contacter. Car moi, j'avais dit, je ne parle pas aux hommes, répond-il. Vous pensez que certains choix ont été faits par monsieur Pellico en fonction de la couleur de peau, de l'origine ethnique ?» demande le président. Notant qu'hier encore, on a abordé un dossier dans lequel il était mentionné le mot arabe, aparté, Paul G et noir. Ok, d'accord, je comprenais pas pourquoi il disait ça. Oui, répond l'intéressé sans détour. Il livre un récit très détaillé. Non, mais après, il y avait tellement d'hommes dans ce dossier qu'il fallait bien leur donner des adjectifs. Donc, évidemment. Et, tu prends le premier... C'est comme, je me rappelle plus comment il s'appelait, je sais pas qui, Asiate. C'est évidemment, il va donner des adjectifs. Il y en avait un, c'était bien monté, parce qu'il devait avoir un énorme chibrax. Voilà. Est-ce qu'on en attendrait... on attend quelque chose de plus intellectuel de la part d'un violeur? Non, pas du tout. Il livre un récit très détaillé de sa prise de contact avec le septuagénaire. Il me dit « On est un couple libertin. Ma femme sera endormie au départ, ça m'a interpellée. Il m'envoie une photo de sa femme endormie en pyjama, relate Paul G. J'ai dit « Ah oui, elle est belle, c'est une belle femme. » Il m'a dit « Ok, ça t'intéresserait de venir à Mazan de 22h à 23h ?» J'ai dit « Moi, j'ai la nuit, je ne sors pas, car je ne suis pas véhiculé, j'ai pas de permis, relate le trentenaire. » Ce dernier habite alors à Avignon. Il vient en pleine journée, il prend le train... Putain. Coup dur pour la SNCF. Dominique Pellico vient le chercher à la gare de Mazan. Il me dit « Tu es un charmant garçon, tu es beau, tout gentil, tout doux. » On rentre dans sa voiture, poursuit-il. Il me dit de baisser la tête pour ne pas que les voisins nous voient. Il me dit de me déshabiller dans le salon. Il entre dans la chambre, il est ressorti au bout de 5 minutes. Il me dit « Madame est prête », raconte l'homme à la barre. J'ai fait un cunilingus, j'ai léché son sexe, il m'a dit de lui faire une fellation. J'ai vu que madame était couchée de côté, sa bouche grande ouverte. Et j'ai dit « Sa bouche ne tient pas, détaille Paul G. » Non, elle tient pas parce qu'elle dort en fait, voilà. Devant moi, il a fait du sale à sa femme. Moi, j'ai regardé, j'étais perturbée, assure-t-il. Une assesseuse lui demande si son projet de devenir pasteur est... Ah, c'est lui qui voulait devenir pasteur, oh, c'est vrai. Ah, oui. Et toujours d'actualité. Paul G affirme que oui, c'est en cours. J'ai demandé à mon papa. Mon projet, c'était d'aller en Guinée faire une formation avec mon père, explique-t-il. Antoine Camus, l'avocat de Gisèle Pellico, l'interroge sur le consentement de sa cliente. Paul G s'agace un peu. L'avocat souligne qu'il a le mérite de ne pas infliger sa dénégation à Madame Pellico, contrairement à d'autres accusés.
Paul G. reconnaît les faits de viol. Mais je veux comprendre ce qui fait que vous reconnaissez le viol, alors même que ce que vous nous expliquez ressemble à ce que disent beaucoup d'autres finalement, pointe l'avocat de la partie civile. Il m'a dit que madame serait endormie, je suis venue, et je suis désolée pour madame, elle ne méritait pas ça, déclare Paul G. Moi ça fait 14 ans que je suis là en France, je n'ai jamais violé personne, j'ai toujours payé mes impôts. Pardon. Pardon, mais ça n'a rien à faire là. J'ai toujours payé mes impôts. Écoutez, je suis en règle avec mes cotisations sociales. Enfin, moi, j'ai jamais rien fait, quoi. Et il dit quoi après? J'ai toujours payé mes factures. Parce que oui, mesdames et messieurs, si vous payez vos factures, vous n'êtes pas des violeurs. Eh oui. Fallait penser pas bête la bête. Souligne-t-il, revenant sur le moment de son interpellation. On m'a dit au commissariat, vous êtes un violeur. J'ai pris conscience, j'ai dit certainement oui, j'ai violé. La sentence, c'est le président qui décidera, estime-t-il. Il pense se souvenir qu'en confrontation, c'est l'avocat général qui l'avait interrogé. La salle d'audience lâche quelques rires. Je pense que, procéduralement, ce n'est pas possible. J'ai peut-être un sosie, dit le magistrat amusé. Ce dernier lui demande s'il accepterait d'être suivi psychologiquement. Dans le cadre de son injonction de soins, Paul G. avait déclaré précédemment qu'il ne croyait pas à la psychologie, mais plutôt dans la foi. Il est chrétien. Qu'on soit suivi, on peut... Oh non, ça me fait rire. Va parler à un psy, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, pour le coup, pour l'amour de Dieu, fais-le. Qu'on soit suivi, on est prêt à le faire, on n'est pas des monstres. Avant de connaître Monsieur Pellico, on avait une vie. Aujourd'hui, nos noms sont salis partout. On disait que nous sommes des violeurs. J'ai subi des moqueries, des insultes. El famoso, los famosos, même, répercussions d'un homme qui est accusé de viol. Hein. Voilà, ils subissent des moqueries et des insultes. Voilà, et ça s'arrête là. Et encore, parce que regardez, même moi je vous dis qu'il faut pas les harceler, ces gens-là. Donc, bref, pleurniche, bref. Allez, mais j'ai pris sur moi, car j'ai un enfant, je suis papa. Attendez, mais c'est pas lui qui avait gueulé sur une femme en dehors du tribunal? Ça me dit quelque chose. Je crois ça. Mais je sais pas si c'est lui par contre. Mais j'avais vu une vidéo, je vous la mettrai, au pire j'essaierai de vous la retrouver. Je vous la mettrai, mais il y avait un monsieur qui était très très agressif à l'entrée du tribunal d'Avignon. J'essaierai de vous retrouver ça. Je suis son papa, sa maman l'a abandonné. C'est pas pour que vous ayez pitié de nous, nous ne sommes pas des monstres, on est des hommes comme tous. On est d'accord, vous n'êtes pas des monstres, vous êtes des hommes. On est d'accord. Il présente ses excuses à Gisèle Pellico. Je suis sincèrement désolée de ce que vous avez pu subir pendant toutes ces années. Nous demandons pardon. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne détourne pas le regard. La partie civile semble touchée par son témoignage. Ah bon? Gisèle? Gisèle est touchée par le témoignage de Paul. Ok. Est-ce que ça commence à l'adoucir, toutes ces excuses? Elle commence à se dire, peut-être qu'ils sont sincères. Ça n'empêche, ça doit être dur, ça doit être très très dur pour elle. L'avocat général revient au suivi psychologique. Oui, j'ai besoin, je le ferai, car j'ai besoin de cela. Je suis quelqu'un de pudique, je n'aime pas me dévoiler. Même au centre pénitentiaire devant le psychologue ou la psychiatre, j'avais du mal à m'exprimer, explique-t-il. On m'a demandé pourquoi vous avez fait cela. Même nous, on se demande pourquoi. Si un professionnel peut nous aider à trouver la réponse de nos questions, ça me ferait plaisir, assure Paul G. Mais oui, c'est bien, il faut aller chercher les réponses de pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est ça qui... Si ce procès doit servir à quelque chose, c'est à ça qu'il faut que ça serve. En tout cas pour vous. Dominique Pellico est interrogé sur les propos de cet accusé. Dès le départ, je lui ai dit qu'elle est endormie à son insu, nuance-t-il. Il baisse la tête car il sait très bien que c'était à son insu et répréhensible. Pour tout le reste, c'est exact, précise-t-il. Son avocat demande quelques précisions à Dominique Pellico, puis se tourne vers son client. « J'avais quelques questions, mais votre témoignage a été d'une telle sincérité que je ne vois pas comment mes questions tendraient vers la manifestation de la vérité, déclare-t-il. L'audience est suspendue. Elle reprendra à 14h avec le dernier interrogatoire de la semaine, celui de Cédric G. L'audience a repris. On procède à l'interrogatoire sur les faits de Cédric G, 50 ans. 3 de ses ex-compagnes avaient témoigné lundi à son sujet. L'homme qui comparait détenu est également poursuivi pour détention d'images pédopornographiques face aux enquêteurs. Il a parlé de simple curiosité, expliquant avoir fait tomber des barrières sexuelles après les viols dont il a été victime à l'adolescence par son oncle. Les faits le concernant à Mazan remontent à la nuit du 3 au 4 octobre 2017.
Auparavant, Dominique Pellicot filme sa compagne en direct pour cet accusé. Il me la montre dans des instants de vie banale en train de s'habiller ou dans sa cuisine, relate Cédric G. Est-ce que je suis excité? Ça peut paraître choquant, mais je suis curieux. Quelque chose me titille. Je ne peux pas dire que je ne suis pas dans la frénésie, précise-t-il. Point important, Cédric G reconnaît les faits de viol et est un des rares accusés à poser le terme. Je n'aurais pas rencontré M. Pellicot, c'est quelque chose qui ne me serait jamais venu à l'esprit. Je parle de la soumission chimique. Il y avait une curiosité qui est malsaine, poursuit-il. Est-ce que ça majore votre désir? Ça crée une excitation particulière, lui demande le président, notant qu'on est déjà dans un scénario pervers? J'entends ce que vous dites. Ça ne viendrait pas provoquer un cheminement vers ce qui est un viol. Il faut dire le mot, appeler un chat un chat. On est plus sur du voyeurisme. Je ne l'associe pas à ce moment-là à ce qui va se passer après, analyse Cédric G rétrospectivement. Le président revient sur des faits concernant une ex-compagne, que j'appelle Marion, dans mon compte-rendu ci-dessous. Il a reconnu l'avoir suivie jusqu'à chez elle, dans le but de la droguer, comme Dominique Pellicot pour la violer. Il y a cette curiosité qui arrive. J'ai ce contact avec M. Pellicot, il n'y a pas d'excitation, c'est pas fulgurant. Mais il y a de la curiosité. Je questionne M. Pellicot sur le processus, sa mise en place, relate-t-il. Sachant que j'ai déjà enjambé pas mal de déviance à ce moment-là de ma vie, il me donne des informations, précise le quinquagénaire. Vous êtes un des rares accusés à avoir tissé ce genre de lien avec M. Pellicot dans la confidence sur la méthodologie employée, relève le président. Le magistrat lui demande pourquoi il a eu cette envie de soumettre chimiquement sa compagne. Ce qui est terrible, c'est qu'avec Marion, j'avais des expériences libertines, une sexualité largement suffisante. C'est tout le paradoxe. Bah non, c'est pas un paradoxe. C'est pas parce qu'il avait une sexualité épanouie qu'en fait, il n'avait pas le désir de la soumettre chimiquement. Et le mot important là, c'est pas chimique, c'est soumettre. Il y avait ce besoin de dominer le corps de cette femme, de sa compagne Marion. Marion entre guillemets, parce que ça s'appelle pas Marion, mais c'est pas du tout un paradoxe. C'est une expérience sexuelle en plus, c'est même pas une expérience, c'est une déviance sexuelle en plus qui se rajoute en fait, dont il a besoin de l'expérimenter, cette déviance-là. Donc non, c'est absolument pas un paradoxe. Pas du tout. Et en fait, c'est ce qu'on essaye de faire croire souvent. Qu'un homme, par exemple, un homme qui va être, entre guillemets, beau, et que du coup, il peut, ou qui va avoir, voilà, qui peut coucher avec qui il veut, on va se dire, oh mais non, mais lui, il peut pas violer. Il peut avoir les femmes qui comme par exemple, les footballeurs, les mecs qui ont de l'argent, Nayana, peu importe. Peu importe le statut social de la personne, ou en tout cas son statut physique, on va se dire, lui, il a pas l'archétype du violeur. Mais en fait, il n'y a pas d'archétype. C'est vraiment... en fait, la mentalité du violeur, c'est vraiment ce besoin de dominer, de soumettre un corps. Et en fait, là, c'est absolument pas un paradoxe, en plus, au vu de son passif et de son historique. Dès que je suis seule, c'est comme le lait sur le feu, il y a ces pulsions qui reviennent, relate-t-il. Comme c'est quelque chose que j'ai besoin d'expier, quelque chose qui me fasse sentir vivant, c'est terrible. Mais c'est comme ça que ça s'exprime, poursuit l'homme. Et avant d'ajouter, un pervers reconnaît un pervers. On peut facilement s'identifier. Je n'ai pas l'impression d'être manipulée par M. Pellicot. Putain, c'est un des rares qui le dit, ça, par contre. Hein. La plupart, ils sont là, non, mais moi, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit, ce monsieur-là, ce vieux monsieur qui ressemble au Père Noël, et j'ai fait tout ce qu'il m'a dit. Là, c'est un des rares qui dit, je n'ai pas été manipulé par M. Pellicot, même je me reconnais en lui. Un pervers reconnaît un pervers. Elle est forte, cette phrase. Parce que c'est le cas, en fait. Et il n'a pas de mal au moins à le verbaliser et à le dire. C'est plus insidieux que ça, ajoute l'accusé depuis son box. Aussi surprenant soit-il, pour quelqu'un qui recherche toujours le danger, quand on arrive devant chez Marion, quelque chose me dit dans ma tête « Stop, Cédric, arrête tout, arrête », raconte-t-il. La détention de sédatifs me donne un sentiment de pouvoir, de puissance. Regardez, on y est. Quelque chose de grisant, qui vient flatter votre ego. Vous êtes en possession de quelque chose d'interdit, dans la transgression totale, souligne Cédric. Il reconnaît ne pas avoir mis de préservatif lors des faits à Mazan. Putain, heureusement qu'il n'a pas fait subir ça à Marion. Oh là 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 là. Il s'est arrêté à temps. Mais ne serait-ce que cette sensation, déjà de faire quelque chose d'interdit, et de se dire, je peux le faire. Apparemment, ça lui a suffi dans sa tête, mais c'est là que tu vois, c'est ça qu'il recherche. C'est ça. C'est pas coucher, parce que coucher, enfin, lui, par exemple, il en avait 3 des meufs, hein. 3, donc il avait de quoi faire, dont une avec qui c'était la Fiesta Bamboulax, et c'était Expérience Libertine sur Expérience. Donc, lui-même, il a dit, l'appétit sexuel était... c'est bon, il était repu. Voilà.
interrompu. Mais c'est pas ça qu'ils viennent chercher. Et c'est pour ça que c'est important, ce procès, il est important pour ça. Pour qu'on se rende compte qu'en fait, le viol, c'est pas du tout une dimension de quelqu'un qui n'arrive pas à ken. Voilà, disons les choses clairement. Même si certains, oui, certains, ça peut découler d'une certaine frustration, peut-être. Et du coup, enfin, bref. On va pas s'éterniser. En plus, là, on n'a toujours pas fini. Il va être long un peu, cet épisode. J'en suis désolée. La détention, du coup, on en était où du coup, oui, roulette russe, ce terme est très évocateur, relève le président. C'est un risque basé sur la chance. Est-ce que ce risque aussi peut être générateur de plaisir pour vous, lui demande le magistrat. Pas en ce qui me concerne, mais il faudra poser la question à Monsieur Pellico, répond l'homme. Sur place, au domicile du couple, rien ne se passe comme prévu, pointe Cédric. Il n'y a pas d'excitation. Il y aura une fellation, mais elle n'est pas comme espéré, comme attendu en quelque sorte. Il faut savoir que je n'ai pas d'érection, précise-t-il. Ok, on est ravis de savoir que... Ok. Il ajoute que Dominique Pellico sera énervé, car tout son processus, toute sa mise en place tombe à l'eau. C'est frustrant pour lui. Le président lit le procès verbal des enquêteurs concernant les vidéos de l'accusé. À l'issue de cette lecture, le magistrat résume. Il y a des pénétrations digitales, buccales de votre sexe, mais pas de pénétration de votre sexe dans celui de Madame Pellico, précise-t-il. On passe maintenant à la question de sa détention de fichiers pédopornographiques. Pouvez-vous nous dire comment vous avez récupéré ces fichiers, lui demande le président. Je les reçois via Coco et via Skype, déclare-t-il, précisant la face cachée de l'iceberg qui cache une face de salaud. Le président lui demande si les hommes qui lui transmettent ces contenus étaient des simples détenteurs ou usagers. Est-ce qu'ils pratiquaient eux-mêmes de la pédophilie, demande-t-il. Le magistrat poursuit. Derrière la détention d'une image, il y a nécessairement un enfant qui souffre, qui est abusé. Cela suppose qu'il y a un acte initial qui a été commis, puis la détention de ces images qui passent de main en main. Est-ce que vous avez été en contact avec des gens qui pratiquaient des actes interdits avec des enfants, demande-t-il. Si vous entendez physiquement, non, monsieur le président, rétorque Cédric G. Il y avait quand même un sacré nombre, souligne le président. Je ne conteste pas les faits. Sont têtus, est-il possible de revenir à l'année de départ, demande poliment l'accusé. On vous reproche d'avoir détenu des fichiers à partir de 2016, précise le président. Il semble étonné de cette date, je ne vais pas aller contre. Je m'interroge, mais je ne vais pas aller contre les faits, dit-il. Une assesseuse l'interroge sur les projets d'avoir violé sa compagne Marion. En compagnie de Dominique Pellico, elle lui demande comment émerge l'idée. Je suis dans l'échange avec Pellico là-dessus. Il m'explique la façon dont il procède, il y a de l'attrait, de l'intérêt. Dans mon souvenir, c'est lui qui me propose, avance-t-il. Moi, le but, c'est de lui montrer où elle habite. Je monte à l'appartement avec lui, mais elle n'est pas à l'appartement à ce moment-là. Je sais qu'elle est au travail, relate l'homme. Il affirme que c'est ce jour-là qu'il a récupéré les médicaments de la part de Dominique Pellico, devant servir à endormir sa compagne contre son gré. Il dit les avoir mis, et il dit les avoir gardés un certain temps. Monsieur Pellico viendra les récupérer sur mon lieu de travail dans une brasserie à L'Île-sur-la-Sorgue, assure l'homme. L'assesseuse l'interroge sur le fait que cette ancienne compagne a été découverte, inconsciente dans la rue par la suite, un jour d'avril 2018. Sur le coup, je suis inquiet. Si la question c'est est-ce que je n'ai pas moi-même provoqué ça, c'est légitime, sauf que je ne l'ai pas fait, déclare-t-il. C'est vrai qu'elle avait dit qu'elle avait perdu connaissance. Putain. C'est sordide. Je vous jure, c'est... Pardon, je fais une petite pause là, mais... C'est inquiétant. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est... C'est très très inquiétant. On est vraiment sur... Je suis désolée. Je suis désolée, je me mets à la place de ces femmes qui se rendent pas compte. Et qui sont juste... qui ont juste envie d'être aimées, qui ont juste envie d'être avec quelqu'un et en fait elles sont pas en sécurité. Elles sont pas en sécurité avec ces hommes qu'elles aiment tant. Et ça c'est triste. C'est vraiment un revers de médaille. Pardon, on s'arrête un petit peu, mais c'est vrai que c'est lourd là. C'est très lourd. C'est très... Là, en fait, comme il y a d'autres femmes qui sont mises en cause et que... Je sais pas, ça me... En fait, tu vois l'affaire Pellico, tu te dis... tu sais que c'est pas exceptionnel, on le sait tous que c'est pas exceptionnel, mais là, de voir autant d'histoires, en vrai, ça mine un peu. Ça mine le moral.
Voilà, voilà. On va continuer, hein, parce que on a bientôt fini en soi. Le make-up. Ah, heureusement que j'ai mis du fixateur. De toute façon, vous m'avez déjà vu sans make-up, sans rien. Vous ne serez étonné de rien. Continuons sur des notes un peu plus rigolotes. Pas du tout. Sur le coup, je suis inquiet. Du coup, ok, c'est là que j'ai décroché. Vous dites que ce qui a été excitant dans la détention de la fiole, c'est le sentiment de toute puissance. Mais quand vous venez à Mazan, ce jour-là, c'est l'impuissance. Il y a un défaut d'érection. C'est lié à quoi demande une assesseuse. En fait, ça ne me plaît pas. J'ai un exemple, mais ça n'a pas vocation à être choquant. C'est comme quand vous voyez une bande-annonce du film. Vous allez la trouver fantastique et finalement le film n'est pas top. Ok, métaphoreman. Voilà ce que je ressens à cette époque, détaille-t-il. Est-ce qu'en réalité, la toute-puissance, ce n'est pas Monsieur Pellicot qui l'a? C'est sa femme, il la livre comme une chose, pointe l'assesseur. Non, il n'y a pas aucune frustration là-dessus, affirme Cédric. L'avocat général revient aux images pédopornographiques. Comment en arrivez-vous là lui demande-t-il. Je pense qu'en termes de déviance, j'ai battu pas mal de records. Est-ce que c'est inéluctable que je regarde du contenu pédopornographique? J'ai enjambé tout ce qui relève du sordide, de l'immoral. Est-ce que je dois être surpris? Malheureusement non, répond-il. En procédure, vous aviez indiqué que c'était à titre de curiosité sexuelle. Là, on est plus sur quelques fichiers. On peut se demander ce que ça a vous procuré, avance l'avocat général. C'était de la curiosité au départ, elle s'est transformée en excitation. Je ne peux pas le nier, déclare Cédric G. L'avocat général observe que Cédric G avait fait plusieurs montages pédopornographiques avec des mineurs. Petite salope de 15 ans sur Avignon à dispo au lycée, avait-il écrit par exemple, en donnant le nom de l'établissement de l'adolescente. Il s'agissait d'une fille de l'une de ses ex-compagnes. On me demande des photomontages, déclare l'homme. Qui donc demande l'avocat. Des gens sur Skype, rétorque l'accusé. Ah, ben donc il y a bien un réseau, pointe le magistrat. Sur les montages, oui. On trouve des photos, des vidéos et je fais des montages. Est-ce qu'on peut parler d'un réseau? Cette question, je ne me la suis jamais posée. C'est terrible, commente le quinquagénaire. C'est plus que terrible. C'est plus que terrible. D'ailleurs, je crois que j'avais vu qu'il y avait un mec, je sais plus si c'était aux States ou en Angleterre, qui était pas graphiste, j'ai oublié, mais qui travaillait dans tout ce qui est vidéo, etc. Et il a eu plusieurs années de prison parce qu'en fait, il faisait des montages. Ce qu'il faisait en plus, hein, c'était exactement ça. Des photomontages, des vidéomontages. En fait, on lui envoyait le visage d'une mineure. Souvent, c'était les papas, les oncles, les voisins. Donc, il récupérait juste avoir une image pour comme ça insérer le visage dans un contenu pédopornographique. Et je crois qu'il a écopé de 20 ans de prison, quelque chose comme ça. Et en France, du coup, parce que là, ils ont les preuves qu'il faisait ça, il vient de l'avouer. Il n'y a pas en France, du coup, il n'y a pas de répercussions, on peut rien faire. Enfin, au niveau de la loi, comment ça se passe? Je sais pas du tout, pour le coup, ça, c'est pas du tout mon domaine. Mais je serais curieuse de savoir, s'il y a quelqu'un qui a la réponse, me dire, est-ce que ça, par contre, Enfin, détention d'images, oui. Mais est-ce que le fait que demain, il y a un mec comme lui qui fait des montages avec des photomontages, des vidéomontages, est-ce que dans la loi c'est prévu? Est-ce que c'est répréhensible ou pas? C'est ça ma question. Dominique Pellicot estime que ce qu'a déclaré Cédric G est juste dans l'ensemble. J'aimerais ajouter quelque chose. Cette fameuse agression qu'aurait eue Marion, il m'en avait parlé et s'en était inquiété, pointe le septuagénaire. Je sais pas quoi croire, je vous avoue. Je vous avoue que je ne sais pas quoi croire. Ça peut être le coup du hasard, elle a perdu connaissance, etc., comme ça peut être lui. Franchement, il n'y a pas de preuves, et c'est chacun voit midi à sa porte. Moi, j'avoue que même si Dominique Pellicot, sachant leur relation, dit la même chose que lui,
Franchement, je m'y mettrai pas ma main à couper. À partir de ce moment-là, j'ai voulu récupérer les cachets. Dans mon esprit, j'ai eu peur que ce soit une des conséquences. C'est pour ça que j'ai pas lâché le bonhomme jusqu'à que je les ai récupérés, affirme Dominique Pellicot. Guillaume de Palma, avocat de la défense, lui demande ce que contenait la fameuse fiole avec laquelle il était censé endormir sa compagne. C'est un petit récipient en plastique dans lequel il y avait un mélange de sédatifs, mais ne m'en ayant pas servi, ne l'ayant pas testé sur moi, répond Cédric en bafouillant, on voit une sorte de poudre blanche, quelque chose de concassé, précise-t-il. Vous confirmez que Dominique Pellicot voulait rentrer dans l'appartement de Marion, poursuit l'avocat. Oui, répond Cédric G. Oh mon Dieu, ça me terrifie. Je vous jure, ça me glace le sang. Béatrice Zavaro, l'avocate de Dominique Pellicot, interroge son client à ce sujet. Il m'a demandé si je voulais aller au domicile. Il y avait une possibilité de rencontrer Marion, c'était ma demande. Je n'ai jamais pris de photo, déclare l'accusé de 71 ans. Il poursuit, je suis arrivé avec lui au domicile, il est rentré, a ouvert la porte, il l'a refermée d'un seul coup, rien de plus. Béatrice Zavaro cite un message de Cédric G. Que Cédric aurait envoyé à Dominique Pellicot. Son ex-compagne a raconté lundi être tombée dessus. L'accusé disait « Je rêve qu'elle se fasse violer en rentrant chez elle. » Ça me glace le sang. Ça me glace le sang. L'avocate de Cédric G s'agace quand Béatrice Zavaro cite ce message prouvant, selon elle, que l'idée du viol de Marion viendrait bien de Cédric G et non de son client. Ce propos n'engage que vous, dit Cédric G. Vous avez raison, mais il me semble que le témoignage était tout à fait limpide à cet égard, rétorque Béatrice Zavaro. Charlotte Bress, l'avocat de Cédric G, estime que sa consoeur a été déloyale, n'ayant manifestement pas correctement cité une des phrases de son client. Guillaume de Palma revient à la barre pour corriger. Charlotte Bress le remercie. Elle l'interroge sur plusieurs points. Rappelle qu'il a immédiatement reconnu les faits dès son placement en garde à vue. L'homme se tourne vers Gisèle Pellicot. « Madame Pellicot, je ne peux pas m'excuser. On ne peut pardonner une bousculade, un mauvais geste. Mais on n'excuse pas un viol, c'est pas possible. On ne peut pas pardonner un viol, déclare-t-il. L'intéressé le regarde attentivement. Il a pas tort, pour le coup. Pas tort. Je m'excuse. Si je m'excusais, ce ne serait pas avoir conscience de ce que vous avez vécu. Ce serait un échec pour moi. Madame Pellicot, je suis votre violeur. Voilà. J'ai besoin que ce soit dit. J'ai été votre bourreau, poursuit-il. C'est fort. C'est fort. C'est fort parce que là, il assume. Et il assume tellement qu'il dit qu'il va même pas s'excuser parce qu'on ne peut pas excuser le viol. Et qu'on ne peut pas le pardonner. Et c'est très très fort. Et il avoue être son bourreau. Il l'avoue. C'est fort. On peut pardonner bien des choses. Un viol, c'est impensable. La cour vous rendra justice, c'est son devoir, son travail. La honte devra changer de camp. Et la honte que vous supportez, moi, je peux la prendre, ajoute l'homme de... Voilà. Ça, c'est beau aussi. Ça, c'est beau aussi. La honte que vous supportez, moi, je peux la prendre. Ça, c'est assumer ses responsabilités. Ça, c'est assumer ses actes et ses conséquences, les conséquences qui en découlent. C'est ça qu'on veut entendre dans un tribunal pour un procès pour viol. Putain, ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'on est sur ce procès. Il y a enfin un homme qui dit la honte que tu as là, Gisèle, c'est pas à toi de l'avoir, c'est à moi de la prendre. C'est moi qui dois prendre cette honte. Putain, c'est pas trop tôt, quoi. Un mec! Sur combien? On en est à combien d'accusés, là? On en est à plus de 25. Le premier qui dit ça. Et qui reprend cette phrase qui de base est de Gisèle Halimi, mais que Gisèle Pellicot a prononcée en début de procès, que la honte doit changer de camp. Putain. Bon, il a fait des choses horribles, hein, soyons d'accord, mais putain, c'est ça, quoi. Quand t'entends un homme qui dit « Ouais, mais attends, mais vous avez des problèmes de sous, vous deux, là, j'y crois pas trop, à votre histoire. » Parce que franchement, pour avancer dans ce dossier, c'est ça qu'il faut. Reconnaître les faits, assumer les conséquences, ne pas mettre la honte sur elle qui n'a absolument rien fait. Ne pas essayer comme le mec d'hier, là, qui disait ouais, je dois m'excuser parce que sinon vous allez dire que je l'ai pas fait. » Tu vois, tu vois? Donc ouais, là son message à Gisèle, ça dénote un peu, quoi. Bien que ce soit horrible et que lui-même, il dit la justice va faire son travail, c'est son devoir, elle doit le faire. C'est la cour qui va rendre justice, qui va lui rendre justice à elle. Et c'est la vérité, c'est tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas à dire oui, non, est-ce qu'il faut que je m'excuse parce que sinon vous allez dire que je l'ai pas fait.
Enfin bon, bref, continue. J'ai parlé de point de bascule, aujourd'hui pour moi c'est le point de bascule. Je crois avoir entendu dire « on ne naît pas pervers, on le devient, on ne naît pas ainsi. Je ne pense pas qu'on choisit de le devenir », dit-il. Vous avez l'honnêteté de dire que vous vous reconnaissez un peu dans le portrait de Monsieur Pellico, constate son avocat. Elle lui demande si d'autres accusés, qui n'ont pas ces paraphilies, ont pu, eux, être manipulés par Dominique Pellico. C'est ce que je pense, moi, mais ça n'engage que moi, répond-il. Charlotte Brest se tourne vers Dominique Pellico. Vous avez eu des rapports sexuels avec des hommes ? 2 co-accusés homosexuels sont même venus pour vous et non pas pour votre épouse, souligne-t-elle. Je ne comprends pas dans ce dossier pourquoi ne pas admettre qu'à minima, vous aimez les relations homosexuelles ou bisexuelles, poursuit-elle. Ça ne m'attire pas du tout. Il n'y a que dans certains contextes que je suis confrontée à ça, pour pas mourir idiot, répond Dominique Pellico. Pour pas mourir idiot. N'empêche, les hommes, ils ont... enfin, en tout cas, les hommes qu'on voit ici, ils ont vraiment ce truc dans l'aspect expérimentation sexuelle. Tu vois, il parle de curiosité. Là, il dit cette phrase qui glace le sang quand même pour pas mourir idiot. En gros, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont vécu une expérience de vie pleine et entière s'ils n'ont pas tout expérimenté d'un point de vue sexuel, même les pures atrocités, les pires atrocités, les pires perversités. Et ça, c'est... Je sais pas. Je le vois beaucoup plus chez les hommes, mais parce qu'il y a aussi ce conditionnement. Ils ne naissent pas, je pense, comme ça, les hommes. C'est quelque chose qui leur est imposé. Puis ils ont tous des enfances complètement folles. Mais ouais, il y a ce... Je sais pas. Parce qu'il y a aussi eu j'ai déjà vu lu des témoignages de femmes qui ont été aussi agressées sexuellement plus jeunes et qui ont un attrait au sexe qui est différent. Et qui va dans la perversité, etc. C'est pas un truc qui est collé aux hommes. C'est un truc qu'on peut voir aussi chez les femmes, mais chez les hommes, il y a vraiment ce truc où la sexualité, pour être épanouie, doit être pleine, complète, et dans une échelle de perversité, c'est pas grave, quoi. On peut aller au plus loin de la perversité, au nom de cette expérimentation d'une vie sexuelle épanouie. J'ai l'impression, c'est mon take. Vous en faites ce que vous voulez. Monsieur G dit avoir eu avec vous une relation de maître à disciple, poursuit-elle. Oui, après, lui, par exemple, la Dominique Pellico, là, par exemple, relation homosexuelle, bon, lui, déjà, ce qui lui plaît, c'est les relations... c'est la domination, donc la dominer, même un homme, je pense pas que ça le dérangeait. Je crois que j'ai du chemin à faire encore, avant de le rattraper. Il a beaucoup plus de perversité que moi, répond sèchement le septuagénaire. Vous voyez comment il parle ? Genre, ouais, t'as vu, lui, il a plus de chemin à faire. Je dois le rattraper en termes de perversité. Vous voyez comment ils réfléchissent ? C'est spécial, on est d'accord. Moi, je comprends pas. Enfin, je comprends pas, j'analyse. C'est juste que c'est pour ça que quand j'entends aussi des fois des ados, etc., avoir ce genre de discours, ça m'alerte. Ça m'alerte et c'est... D'ailleurs, ceux qui ont vu sur ma story Instagram, hier, j'étais sur... pardon, aujourd'hui, ça va être très long, je vous ai dit. Je vous ai prévenu. Mais hier, ouais, j'ai pris le train et il y avait des enfants, des ados dans le train. Et à un moment donné, ils mettent du contenu pornographique. Et moi, j'étais là, mais c'est des ados. Jusqu'à que la contrôleuse a pété un cap sur eux pour leur dire mais vous êtes pas tout seul, quoi, arrêtez. Et la manière dont ils se parlaient, et la manière dont ils se parlaient, j'écoutais un petit peu leur conversation. Bon, j'avais besoin d'écouter mes musiques aussi, donc je n'ai pas tout écouté, mais j'écoutais un petit peu leur conversation, et je retrouve ce que moi-même j'ai vécu, entre guillemets, quand j'étais ado, où les mecs, ils ont cet attrait-là ouais, c'est lequel qui va aller le plus loin dans le sale, quoi. Du sale. Donc ouais, c'est... moi, ça m'alerte beaucoup, et si j'ai un message à faire passer,
aux ados, je pense pas qu'il y ait des ados qui me regardent parce que je regarde un peu les stats sur les vidéos et franchement, j'ai pas tellement d'ados sur ma chaîne. Mais si au moins, à minima, je pourrais faire passer un message aux parents, c'est vraiment ayez ces conversations avec eux et essayez de les guider dans une sexualité qui n'est pas que par le prisme de la pornographie et que par le prisme de leurs amis. Se surenchérissent dans la perversité. Vraiment, c'est super important. Après, je suis pas parent, je ne sais pas... moi, je sais que quand je parle avec des jeunes, avec des ados, de ma famille, etc., j'essaye de vraiment apporter une éducation sexuelle, mais pas dans les détails, bien sûr, ça aussi, c'est en fonction des questions qu'on me pose, mais au moins, à minima, d'essayer d'avoir... voilà, de faire comprendre que le sexe, faire l'amour, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont normalement un plaisir pour les deux, hein, si je puis me permettre, et puis c'est quelque chose qui ne se fait pas, qui ne doit pas se faire par le biais de la pornographie. C'est vraiment une découverte qui se fait, entre guillemets, pas sur le tas, mais en tout cas... ouais, c'est deux personnes qui se découvrent, qui expérimentent et qui se respectent surtout. C'est du respect. Et cette notion-là de respect, j'ai l'impression qu'elle quitte les bancs de l'école toujours un peu plus et toujours plus tôt. Et ça m'alerte énormément. Cours d'éducation sexuelle terminé. Non, parce que sinon, c'est des sujets qui me prennent et qui sont importants pour moi. Donc c'est important d'en parler. Donc on prend le temps quand même de le faire, mais je sais pas quel est votre avis là-dessus, mais enfin moi de ce que je vois, ça m'alerte un peu. Et je pense qu'on a besoin d'ouvrir ce débat. Surtout le débat de la pornographie, c'est vraiment un débat qui malheureusement aujourd'hui ne prend pas assez de place. Dans le sens où c'est quelque chose qui est systématique. On ne se rend pas compte à quel point les ados sont systématiquement confrontés à ça. Et c'est très très problématique. Extrêmement problématique. Et il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose contre ça. On en a vraiment besoin. Et le commencement, ça serait déjà de commencer à en débattre, à en discuter avec les plus jeunes générations. Déjà entre nous, on parlait là, on en parle, mais voilà. Monsieur G dit avoir... donc oui, je crois qu'on a... Ok. Sauf que Monsieur G n'a pas fait violer son épouse pendant plusieurs années, tranche Charlotte Bress. L'interrogatoire de Cédric G se termine là-dessus. Le président fait un point sur le planning, rappelant que tous les accusés devront de nouveau être présents à partir du 18 novembre. Ok, c'est dans 10 jours. Dès lors s'enchaîneront les plaidoiries de la partie civile, les réquisitions, puis les plaidoiries de la défense, et enfin le délibéré. L'avocat général précise que le ministère public fera ses réquisitions à 2 voix sur ce dossier dans lequel nous allons nous positionner sur 51 cas. Les discussions portent sur le planning et le temps laissé à chacun. L'avocat général ne veut pas que les réquisitions soient scindées avec le week-end au milieu. Il souhaiterait qu'elles aient lieu le 25 et le 26 novembre. Mais cela ferait perdre 2 jours d'audience, déplore le président. Le 21 et le 22, car les plaidoiries de la partie civile pourront avoir lieu le 20 novembre. En bref, les grandes lignes se dessinent, mais rien n'est encore tranché. Les avocats de la défense vont se réunir pour voir comment ils s'organisent. L'audience reprendra mardi, lundi étant férié, avec le dernier groupe d'accusés en voit le bout. Je me permets de partager mon compte-rendu de la déposition de la juge d'instruction, écrit ce midi. Putain, elle a encore raté sa pause midi. Je vous mettrai le lien en description. Allez regarder son travail, le travail de Juliette Campion, ses écrits. Merci à tous pour votre suivi et vos encouragements dans cette dernière ligne droite du procès. Je suspends ici ce live tweet pour France Info. Merci à vous d'avoir été au bout de la vidéo. C'est vrai, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, J'avais envie de parler avec vous des fois. Des fois, je lis tout d'un coup, mais quand il y a des choses qui selon moi, sont importantes à exprimer, on va dire ça comme ça, je le fais. En tout cas, c'est bien de se dire que là, on va entendre dernier groupe d'accusés. Après, ça sera... Je ne sais pas si ça sera plus digeste, très honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, je continuerai. Je pense, là, on est début novembre. Normalement, mi-décembre, ça sera fini. Hein, ça sera le délibéré. Et je pense que jusqu'au bout, je vais le faire avec vous. Je vais vous lire, je vais faire ces lectures de ces merveilleuses journalistes qui sont sur place. Je sais pas, il y en a beaucoup qui m'ont demandé est-ce que moi-même j'allais être amenée à assister à une audience, à partir à Avignon. Très honnêtement, je ne sais pas. Avignon, c'est quand même assez loin de chez moi, je dois le dire.
C'est quand même possible hein, que j'y aille. Je pourrais prendre un train ou à la limite la voiture. La voiture, ça serait quand même pas mal long. En plus, je suis un peu traumatisée de la voiture. J'ai fait quelques accidents et ça m'a un peu traumatisée. Je déteste les longs trajets, vraiment. Alors qu'avant, j'adorais conduire. Quand j'étais jeune, vous savez, quand j'étais jeune. Aujourd'hui, j'ai plus 20 ans aujourd'hui. Mais en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, si jamais j'y vais, je vous tiens au courant. Mais très honnêtement, je sais pas si je suis en capacité. Je vous jure que je ne sais pas si je suis en capacité d'assister à une audience. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas. C'est quand même fou, hein. Parce que rien que là, les lectures, mais vous vous rendez pas compte à quel point ça me traumatise. Vous vous rendez même pas compte. Rien que ça, c'est trop pour moi. Je vous jure, c'est trop ce que je fais là. Vous m'écoutez des fois, vous me dites j'arrive plus, je vais faire une pause, je reviens dans une semaine, là c'est trop pour moi, là ça me trigger, là c'est... Et c'est dur, hein. C'est vraiment pas facile, hein. En tout cas, je suis contente de le faire, hein, je vais pas vous mentir, je suis contente, je suis fière de moi de le faire. Je suis fière de moi aussi, de laisser aussi une trace sur YouTube, parce que je vais laisser les vidéos évidemment, mais laisser une trace pour les prochaines générations, je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas... je suis contente dans toute cette pagaille, de laisser une trace pour comprendre comment ce procès historique s'est passé. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser vos réflexions en commentaire, comme d'habitude. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine du coup, pour le dernier groupe d'accusés. Prenez soin de vous.